Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Le Parlement, institution politique de la République démocratique du Congo, où siègent les représentants légitimes du peuple congolais. Ils sont députés ou sénateurs, ces hommes et ces femmes qui ont reçu mandat de défendre les intérêts du peuple congolais et de voter des lois thérapeutiques qui répondent aux enjeux de la société. Le peuple, c'est vous, et vous méritez d'être au courant de tout ce qui se passe au Parlement. Dans ce numéro, tout comme chaque semaine, Congo 26 Télévision mettra en face de vous un parlementaire, député ou sénateur, avec qui nous allons donner les informations, nous allons vous mettre au parfum de tout ce qui se passe, de l'actualité du Parlement. Et pour ce premier numéro, ce numéro inaugural, nous avons l'honneur de recevoir pour vous, mesdames et messieurs, un parlementaire pétri d'une riche expérience. S'agit-il du professeur Modeste Bahati Lukwebo, sénateur de la République démocratique du Congo, actuellement deuxième vice-président du Sénat. Modeste Bahati Lukwebo, bonjour. Bonjour DG Oscar. Bienvenue à Congo 26 Télévision. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Il vous arrive régulièrement de suivre Congo 26 Télévision. Quelles sont vos impressions? Oui, j'ai constaté que Congo 26 Télévision, c'est une des chaînes, en tout cas, qui a un très bon programme, diversifié, varié, riche, et qui est un programme qui concourt au développement. Mais j'ai remarqué qu'il y a aussi la qualité d'abord des animateurs, mais aussi la qualité de l'image, du son et du matériel. Je crois que c'est vraiment au top des tops. Si aujourd'hui on peut parler des chaînes de télévision de meilleure qualité, de bons services, en tout cas, Congo 26 en fait partie. Merci beaucoup, honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo. Nous sommes honorés. Avant d'entrer dans le fond de notre émission, de notre sujet du jour sur le Parlement, professeur Bahati, une partie de la République démocratique du Congo, en l'occurrence le Nord et le Sud Kivu, une partie de ces deux provinces est sous occupation étrangère, minée par la guerre et son cortège d'atrocités. Vous êtes un des principaux leaders de cette partie du pays et naturellement un des acteurs majeurs de la vie politique de la République démocratique du Congo. Quelle est votre position par rapport à ce qui se passe dans l'Est du pays? D'abord, c'est une situation déplorable, une situation regrettable, une situation à condamner fermement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes de l'Est sont en train de croupir dans la misère, dans les souffrances, sous les jougs de la dictature. Il y en a qui n'ont plus d'activité. D'abord, il n'y en a plus, parce qu'une activité, quand elle n'est pas soutenue par les banques, elle ne peut pas exister. Ne fût-ce que les transactions, pour qu'elles soient faciles, il faut nécessairement avoir des institutions financières et bancaires. Or, tout cela est à l'arrêt. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ce sont des souffrances énormes que traversent nos populations qui sont au nord Kivu et au sud Kivu. C'est vrai que des mesures ont été prises. Il faut à tout moment, quand on est gouvernant, essayer de peser, de voir quel est l'impact de ces mesures, qui est frappé et qui en est victime. Et je dois dire que nous qui avons pris goût à l'investissement à l'intérieur du pays, nous sommes les premières victimes de l'agression et de la guerre à l'est du pays. Et on peut même se demander si finalement l'agression ou la guerre sont venues contre nous individus, contre nous investisseurs, contre nous bâtisseurs. Lorsque je regarde tout ce que, pour prendre un exemple, le meilleur exemple à prendre, c'est celui qui me concerne, que je maîtrise bien, mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui sont victimes de cette situation. Mais rien qu'à considérer nos investissements, tout ce qu'on a réalisé, tout cela est aujourd'hui occupé. Les hôtels sont occupés, on ne paye pas.
les maisons sont occupées, on ne paye pas, et on ne sait pas tout cela est dans quel état. Les véhicules, n'en parlons pas, et les usines, que ce soit l'usine de tomates de Kacheke à Calais, que ce soit l'usine de production de ciment de Katana, et beaucoup d'autres activités. J'ai vu que même notre parcelle de Amsar à Bukavu, à la limite avec Kabare, a été vandalisée alors que nous avions déjà apposé une pancarte pour y ériger un très grand centre de formation professionnelle à l'apprentissage au métier, à l'image de notre fondation qui est à Nyakadaka. Nous voulions que dans le centre-ville également, nous puissions avoir un très grand centre de formation et nous avions déjà conclu des partenariats pour que les jeunes puissent être d'abord formés pour qu'ils soient aptes à travailler et ainsi lutter contre le chômage. Et cela devait déjà se faire depuis février 2025. Tout était déjà, le chrono était en marche, mais malheureusement, tout cela est arrêté par la guerre. Ce que je dois dire, c'est que notre souhait et notre combat, c'est de voir comment arrêter rapidement cette guerre pour que nous puissions recouvrer d'abord la paix, la sécurité, mais également l'intégrité de notre territoire. Je dois vous dire sincèrement que nos espoirs sont placés vers Doha, vers Washington, et bien sûr vers aussi le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de chercher des solutions rapides pour qu'on mette fin à cette guerre. Parce qu'il ne faut pas laisser l'impression qu'il y ait, comme j'ai suivi sur Radio France Internationale, un analyste qui disait qu'il n'y a aucun pôle qui est pressé pour qu'on trouve la paix. Ils ont développé un argumentaire en démontrant, bien sûr, que le Rwanda qui nous agresse ne peut pas être pressé pour se retirer. D'autant plus que nous avons suivi une interview du président rwandais qui disait que ces espaces-là leur avaient appartenu dans le passé, avant la colonisation, ce qui n'est pas vrai. Il y a bien sûr l'AFC M23 qui sont les nouveaux maîtres au nord Kivu et au sud Kivu sur une grande partie de ces espaces et qui exploitent nos ressources naturelles, qui exploitent les richesses et les revenus et donc qui ne peuvent pas non plus être pressés à se retirer, sauf s'il y a contrainte ou pression. Mais ce que j'ai noté dans cette analyse, c'est qu'ils sont allés jusqu'à prêter aussi des intentions à Kinshasa en disant que le gouvernement de Kinshasa aussi n'est pas pressé et qu'il attend 2028 pour se mettre autour d'une table afin de trouver une solution à nos problèmes. Je n'y crois pas tellement, mais c'était une analyse fouillée et je pense que nous, en tant qu'acteurs politiques, nous, en tant que leaders d'opinion, nous avons le devoir de suivre pour que le plus rapidement la paix revienne et qu'il y ait une entente, que ce soit à partir de Washington, que ce soit à partir de Doha ou même au niveau de l'Union africaine. Donc, mon souhait, c'est que la guerre prenne fin. Nous regrettons qu'il y ait des morts tous les jours. Nous présentons les condoléances les plus sincères et les plus émues à toutes les familles éprouvées, y compris ma propre famille, qui a été victime de beaucoup d'attaques à Katana et un peu partout. Vous le savez, vous avez suivi les informations et les images. Et donc, nous demandons au peuple du Sud Kivu et du Nord Kivu d'être courageux et de continuer à nous faire confiance. Nous qui sommes à Kinshasa, le gouvernement qui est à Kinshasa, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut qu'on mette fin à cette guerre, qu'on ne lui prête pas des intentions de vouloir tirer les choses en longueur. Mais en tout cas, moi qui cause très souvent avec lui, je sais que c'est vraiment une préoccupation qu'il habite à chaque fois que nous nous rencontrons. Donc nous demandons beaucoup de courage et de patience.
Nous savons que les difficultés sont énormes, mais ce sont des étapes de la vie. Il faut passer par là pour avoir un avenir meilleur. Parce que si on ne connaissait pas toutes ces difficultés, tous ces problèmes, peut-être qu'on allait croire que la vie est aussi facile et que donc la paix, quand on en parle, c'est un fait divers. Quand on parle de l'unité nationale, c'est un fait divers. Mais aujourd'hui, nous ressentons vraiment ce besoin-là de l'unité nationale, de la paix, de la sécurité, pour que, grâce à une bonne gouvernance, nous puissions faire que notre pays soit réellement une grande puissance économique et pourquoi pas militaire. Voilà. Merci pour cet appel lancé, professeur Bahati Lukwebo, mais parce qu'on y est, ces pillages dont vous avez été victime, ces vandalismes, de l'autre côté, toutes vos affaires pratiquement pillées, démontées, nous avons même appris qu'à certains endroits, ceux qui n'ont pas pu emporter, ils ont mis du feu. Est-ce que ça ne vous décourage pas de dire, par exemple, j'aurais pu investir à l'étranger comme le font certains autres? Non, 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 non. Moi, je me dis, bon... Chez nous, en Swahili, on dit Bora Uzima, donc pour traduire, l'essentiel c'est qu'on soit vivant. Tant qu'on est vivant, on travaillera, on produira d'autres richesses, on produira des biens, on continuera à créer des emplois. Et donc, ça ne me décourage pas. Tout ce que je demande, c'est que rapidement, la paix revienne pour qu'on se remette au travail. Parce que nous, on a toujours travaillé depuis notre jeune enfance. Et c'est pour cette raison que vous voyez que nous, en tout cas, tout en exerçant les différentes fonctions, que ce soit académiques ou politiques, mais nous avons toujours un pied présent dans les affaires. On a cet esprit-là des affaires. Et j'avais eu ce goût-là grâce à un père italien, un père xavérien, qui était parmi nos enseignants à l'école secondaire et qui avait apprécié ma façon d'aborder les questions de chimie et de physique. J'avais toujours le maximum de points. Et quand il est parti en vacances chez lui à Bologne, eh bien, il m'a ramené un appareil photographique de marque Yashica, Yashica 44. Et je me suis retrouvé avec cet appareil. Je me suis dit, mais est-ce que je vais m'en servir comme un jouet ou bien tout simplement commencer à prendre des photos? J'ai plutôt pensé rentabiliser cette opportunité. Et qu'est-ce que je faisais? Les week-ends, samedi et dimanche, je passais de quartier en quartier à Bukavu. Et j'allais, je photographiais des gens que je trouvais devant leur maison. Je demandais est-ce que je peux vous prendre une photo. Et je prenais des photos et puis après j'allais faire développer ça dans le studio. Ça doit passer par la boîte noire. Et le week-end suivant, je reviens parce que j'ai noté chaque fois les adresses. Et je reviens avec les photos et je présentais les photos aux personnes concernées. Ah, elles étaient toutes contentes de recevoir ces photos. Alors en ce moment-là, j'ai demandé un paiement. Donc je rendais d'abord le service, mais après, comme ils ont vu que le service était bien rendu, eh bien ils me payaient. Et avec ça, j'ai pu m'organiser financièrement. Donc c'était déjà à l'école secondaire. Donc, cette expérience, professeur, rappelle une question justement que nous avons prévue. Elle est d'un internaute qui a suivi l'annonce de l'émission. Et quand il a vu qu'on recevait le professeur Modeste Bahati, il nous a transmis, il nous a demandé de vous féliciter, de vous transmettre ses félicitations pour vos investissements. Vous êtes parmi les rares qui investissent au pays, qui construisent le pays. Les images Ilana, vous avez transformé pratiquement votre village en une cité moderne. Vous avez investi pratiquement partout dans le Kivu et dans d'autres provinces du pays. À côté de tout ça, professeur, vous avez quand même été plusieurs fois ministre, vous avez été président du Sénat. La question qu'il se pose, cet internaute, et je vous la rapporte aujourd'hui, professeur Modeste Bahati Lukwebo, où est-ce que vous tirez tout cet argent pour pouvoir investir un peu partout, pour pouvoir construire comme vous le faites dans votre pays? Je crois que c'est parce que les gens oublient très vite et ils tirent hâtivement les conclusions.
Parce que beaucoup de gens croient que si on a de l'argent, c'est qu'on l'a tiré des fonctions publiques. Moi, je peux vous dire que moi, depuis mon enfance, comme je l'ai dit, j'ai toujours été habité par l'entrepreneuriat, par les affaires. Et plus particulièrement, je voudrais rappeler à l'opinion que moi, j'ai beaucoup évolué dans la société civile. Donc, je n'avais aucune attache avec les pouvoirs publics, aucun mandat public, aucun poste de l'État. Donc, tout le monde le sait. Jusqu'au moment où nous sommes entrés à la conférence nationale souveraine, où nous avons joué un très grand rôle. En tout cas, je vivais de mes propres moyens. Et ceux qui ont encore la mémoire et qui sont encore vivants peuvent se rappeler que c'est à la conférence nationale, c'est dans ma voiture de marque italienne Lancia Tema, parce que les Lancia Tema, à un moment donné, c'était des marques vraiment de grandes personnalités, mais moi j'en avais déjà sans que je sois dans la vie publique. Et c'est avec cette voiture que nous avions transporté son éminence, le cardinal Monsengo. En ce moment-là, il était évêque, Monseigneur Monsengo de Rez Mémoire. C'est dans ma voiture que nous l'avons pris du centre interdiocésain jusqu'au palais du peuple, avec mes collègues et mes camarades, docteur Numbi, de Rez Mémoire également, M. Tabou Eboma et tant d'autres qui avaient milité avec nous au sein de la société civile. Donc, tout ce que j'ai pu acquérir comme bien, vous allez remarquer que je les ai acquis avant d'exercer une quelconque fonction publique. Quand vous regardez même mes biens, que ce soit à Bukavu, à Kinshasa, un peu partout, vous verrez que je les ai depuis très longtemps. Il y a des biens que j'ai acquis quand j'étais encore étudiant à Milan, en Italie. Ouais. Et là, je faisais déjà le commerce de chaussures. Je faisais le commerce de jeans marque Carrera, parce que c'est moi qui avais amené la marque Carrera au Congo. Et on fournissait et à Bukavu et à Kinshasa chez Donna Calzatura, pour ceux qui sont de notre génération, ils doivent le savoir, à Matongé. Et avec ça, ça me permettait bien sûr de gagner de l'argent et de l'investir dans l'immobilier que je chéris tant. Moi, j'aime beaucoup investir dans l'immobilier. Or, quand vous investissez dans l'immobilier, c'est que vous détenez des garanties que vous pouvez présenter auprès des institutions financières, les banques, pour que vous puissiez accéder au crédit au cas où vous avez des projets à développer. Donc, il n'y a pas que ça. Même avant que je n'aille en Italie, moi, j'ai travaillé à la banque Union Zaïroise de Banque à l'époque, IBC, et puis on m'avait affecté à Goma. Au service, j'étais chef de service des licences. Et là, à mes heures perdues, j'allais faire un tour dans les marchés pour voir comment les choses se passent. Et j'ai remarqué que les gens, après abattage de gros bétail et même des petits ruminants, ils jetaient les pots à même la terre sur la... Et moi, je me disais, mais ça, c'est quand même un gaspillage. Un jour, j'ai croisé un de nos clients de la banque UZB, M. Maurice Lotte, un Belge, qui était le directeur de la société Bata. Société Bata, c'est une société qui fabriquait les chaussures. Et je lui ai posé la question, où est-ce que vous trouvez la matière première? Il me dit, mais ici, localement. Moi, je dis, où c'est? Ici, à Goma. Ah bon? Quel genre de matière première? Il dit, mais nous utilisons les peaux de vache. Moi, je dis, quelle peau de vache? Des vaches que nous élevons ici? Il dit, oui. Ah, moi, je dis, mais est-ce que je peux vous en fournir? Il dit, oui, d'ailleurs, nous cherchons que nous puissions avoir une grande offre pour que nous puissions accroître notre capacité de production. Et j'ai fait l'essai, j'ai pris quelques jeunes gens. Nous sommes allés au marché de Bouéremana, parce que vous savez, les marchés sont intermittents et ne se tenaient que 2 fois par semaine. Oui. Et j'allais là-bas, je
prenais, j'achetais les pots vraiment à vil prix, hein, donc, parce que c'était presque jeté. Oui. Et je mettais sur des vélos et j'avais un convoi de 4 ou 6 vélos et on allait livrer les pots de vache chez M. Maurice Lotte, chez Bata. Et on faisait le pesage et on me délivrait un bordereau de remise. Et à la fin du mois, on m'appelait pour que je vienne percevoir le paiement, mais c'était beaucoup d'argent en francs belges. Et ça m'a permis directement de monter une société de transport de mobylettes. Les mobylettes, ce sont des bécanes moteurs avec 2 roues, comme nous avons des motos ici aujourd'hui. Et ça a beaucoup aidé dans le transport des personnes. Parce que vous voyez, comme Goma, c'est une ville plate et c'était beaucoup plus facile. Ce n'est pas montagneux comme Bukavu. Et avec ça, j'ai monté pratiquement toute une société et chaque conducteur avait son petit carnet. Il venait effectuer le versement chaque soir et on comptabilisait. Et voilà, c'est parti. On a eu des fonds. Donc, on a eu comme ça à diversifier les sources de financement parce qu'en même temps, je me disais, bon, maintenant, je dois aller continuer mes études. Qu'est-ce que je veux faire? Et c'est pourquoi, quand je suis arrivé en Italie, j'avais d'abord abandonné l'activité au pays de transport par bécane. Et puis, c'est là que j'ai eu l'idée de visiter quelques familles, parce qu'en Italie, ce sont des familles qui sont les chefs d'entreprise, où on trouve les entreprises de production, de chaussures et autres. Et je les ai beaucoup observés. Et finalement, j'ai pu établir un lien pour qu'on puisse me fournir des chaussures et des jeans Carrera. Et c'était parti. Donc, c'était vraiment une activité qui m'a procuré des ressources qui m'ont permis d'acquérir des maisons et beaucoup d'autres biens. Donc, quand vous voyez ma résidence de Bukavu à Muhumba, pour tous ceux qui la connaissent, même si aujourd'hui elle est occupée par le M23, mais ceux qui connaissent ma maison, ils savent que je l'ai depuis mon jeune âge. Donc, je la donnais en location à l'époque à un Italien qu'on appelait M. Dario, qui était chef d'un garage qu'on appelait Naval Mécanique Fiat. Et donc, il a loué ça. Maintenant, c'était loué au directeur provincial de la DGDA, Bwana Kitoko, mais qui a dû fuir la guerre. Et donc, vous verrez que tous ces biens-là datent de plusieurs années bien avant. Donc, c'est pour vous dire que il ne faut pas que les gens croient que nécessairement, quand on a quelques biens, que c'est tiré de l'activité politique. Je ne peux pas dire que l'activité politique ne procure rien. Non. On y gagne, mais on y gagne correctement. Et je crois que quand on y gagne correctement, on peut évoluer, on peut également apporter en plus à ces revenus. Surtout, comme on dit, si vous avez des biens bien acquis, ils vont vous profiter. Mais si c'est mal acquis, vous n'y profiterez pas. Et c'est ce qui explique que beaucoup de gens, bien qu'ils aient exercé des hautes fonctions, bien qu'ils aient eu accès à des revenus importants, mais vous les voyez sombrer et ils finissent mal leur carrière, leur vie sur Terre. Donc nous avons tiré les leçons de tout ça avec beaucoup d'humilité et d'observation surtout, et surtout d'honnêteté, parce que si vous voulez réussir dans les affaires, il faut être honnête. Et voilà, c'est ça nos piliers qui font qu'on puisse tenir, même quand il y a des conjonctures difficiles comme maintenant. 70% de nos revenus nous venaient de Goma et de Bukavu. Tout ça s'est coupé, mais nous tenons quand même le coup petit à petit. Ah, c'est un très bon rappel historique qui donne raison à ceux qui vous considèrent justement comme un génie des affaires et comme un modèle pour la jeunesse, surtout un modèle en matière d'entrepreneuriat. Et il nous a été rapporté que tout ce que vous gagnez, de tout ce que vous gagnez, vous avez toujours quelque chose à épargner pour votre prochain, à donner chaque fois que les autres en ont besoin. Oui, ce que j'ai compris en fait, c'est que pour nous les croyants, on pousse la pensée plus loin.
je me suis dit sûrement que le bon Dieu me donne des moyens. Il passe par moi pour que je puisse aider les autres. Et c'est pour cette raison qu'il y en a qui considèrent que je suis généreux, mais pour moi, c'est un principe sacré. C'est comme un robinet. Si vous arrêtez, vous freinez, l'eau ne va pas couler. Si vous voulez que l'eau continue à tourner dans les robinets, il faut laisser les robinets ouverts. Et voilà pourquoi j'ai compris que quand on a quelque chose, il faut toujours partager avec les autres. C'est vrai que la misère est grande et qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais au moins ne fût-ce que poser quelques gestes. Et je l'ai expérimenté dans ma vie. Chaque fois que j'ai un projet, généralement, je n'ai pas de moyens suffisants pour le réaliser, mais je commence quand même. Et lorsque je commence, je sens que le bon Dieu, lui-même, il porte la main et je finis par réaliser mon projet. Tout ce que vous voyez comme réalisation, que ce soit ici à Kinshasa, que ce soit au Congo central, à Lubumbashi, à Bukavu, à Goma et partout ailleurs, mais ça a toujours été comme ça. Et donc, j'ai cette croyance, je me dis, en tout cas, le bon Dieu lui-même va pourvoir et il le fait généralement. Je lui en suis très reconnaissant et je m'incline devant son autorité suprême. La générosité, l'honnêteté, mais aussi, professeur, l'autre question avant qu'on revienne sur le Parlement, c'est la question de l'organisation. Comment vous faites pour gérer tout cela? Parents, Oui. mari, vous avez réussi dans les affaires, c'est un secret pour personne. Vous êtes professeur des universités, ici à travers le monde, dans des universités étrangères. On vous dit un des enseignants les plus appréciés par vos étudiants. Côté famille, vous êtes un modèle aussi. Vous avez donné une éducation qui trahit les bonnes valeurs, n'est-ce pas, je veux dire, qui témoigne des bonnes valeurs que vous avez données aux enfants, humbles et respectueux comme leur père. En politique, vous êtes à la tête du plus grand regroupement, disons, la deuxième force politique du pays, l'Alliance des forces démocratiques du Congo. En même temps, vous avez exercé des charges d'État très importantes, actuellement deuxième vice-président du Sénat. Comment vous arrivez à vous organiser? Quel est votre secret? Mon secret, c'est d'abord la discipline. Il faut une discipline personnelle, il faut être organisé. Vous remarquerez que chaque jour, sur mon bureau, il y a toujours un papier jaune. Un papier jaune qui reprend tous mes rendez-vous. C'est vrai qu'il y en a qui s'improvisent, mais d'abord, ceux qu'on a arrêtés, on les met sur papier de manière à ce qu'il n'y ait pas d'abord télescopage entre les différents programmes. Moi, j'ai pu négocier que je puisse obtenir des horaires matinaux, c'est-à-dire quand je veux aller enseigner à l'université, j'ai négocié que je puisse passer très tôt le matin, entre 7h30 et 9h30, j'enseigne et après je suis libre pour faire autre chose. Ouais. Parce que je sais que dans la politique et même dans la vie courante, les activités ne commencent que vers 9h, 10h. Et donc en ce moment-là, j'ai déjà accompli mon devoir d'enseignant. Et après, maintenant pour le reste du programme, je m'arrange pour que je puisse consacrer à chaque activité le temps nécessaire. C'est-à-dire que s'il faut être au Parlement, je dois y être. S'il faut être dans des commissions techniques, j'y suis. S'il faut répondre à des invitations, des réunions et autres, j'y vais, mais tout cela est bien programmé de manière à ce que je puisse contrôler chaque minute. Chaque minute est contrôlée. C'est vrai que ça me prend quand même beaucoup d'énergie, ce qui explique que je dors jamais avant 1h du matin. En tout cas, jamais. Généralement, c'est vers 1h, 2h du matin. Pourquoi? Parce que la journée est consacrée à toutes ces activités et le travail intellectuel, le traitement des signataires, les courriers, les correspondances, les messages, les emails, ainsi de suite, qu'on n'a pas pu lire accidentellement la journée, c'est la nuit qu'on se rattrape. Et c'est ce qui explique que, effectivement, je dors tard, mais je ne peux pas aller dormir si je n'ai pas vidé
Tous mes signataires, si je ne les ai pas traités. J'essaie de passer en revue les différents messages, ceux qui sont importants, parce que tous les messages, on ne peut pas les lire. Quand on est responsable, vous l'avez si bien dit, d'un si grand regroupement politique avec autant de militants, des millions de militants, il est évident qu'on est sollicité de toutes parts et qu'on ne peut pas tout lire parce qu'on essaie de décentraliser aussi certaines activités, comme celle du parti. Nous avons nos collaborateurs, nos camarades, chacun a un secteur qu'il contrôle. Il y a des vice-présidents, il y a le secrétaire général et ses adjoints, il y a les secrétaires nationaux, il y a les coordonnateurs des ligues, il y a les coordonnateurs des ONG affiliés. Et donc, chacun a une tâche à accomplir. Et donc, lorsqu'un courrier m'arrive, je sais l'orienter directement auprès de la personne compétente. Nous avons réparti les tâches pour que, effectivement, chacun puisse jouer son rôle. Et jusqu'aujourd'hui, ça a bien porté, parce qu'il faut vous dire que dans le microcosme politique congolais, il y a beaucoup de pots de banane, il y a beaucoup de cabales, de jalousie, de haine. Il y en a qui ne s'attendaient pas à ce que nous puissions avoir autant de députés, parce qu'ils nous ont mis les bâtons dans les rues. Dans les rues, vous avez suivi vous-même des actions même préméditées à l'époque pour dire on va tout faire pour que l'AFDC ne puisse pas avoir de siège. Mais nous avons travaillé, nous avons contourné ces difficultés-là. Et au jour d'aujourd'hui, je crois, le résultat, il est là. Lui-même, il parle. Ce n'est pas facile. C'est le fruit du travail. C'est le fruit de l'organisation. Beaucoup se demandent comment l'AFDC a autant de membres. D'abord, les gens oublient que nous sommes d'origine société civile. Mais en plus, nous sommes organisés. Regardez, aussitôt que notre parti phare, l'AFDC, avait été créé, immédiatement, nous avons créé un site web. Ça ne coûte pas cher, mais beaucoup de partis politiques ici n'en ont pas. Mais nous avons créé un site web et grâce à ce site web, beaucoup de gens adhèrent. C'est ainsi que nous avons des représentations dans le monde entier. Vous irez au Japon, il y a une fédération au Japon. Vous irez en Chine, il y a une fédération en Chine. Vous irez aux États-Unis, pas seulement dans une seule ville, que vous alliez à Dallas ou à Washington, à New York, vous trouvez que nous avons des représentations. En Allemagne, en Europe, un peu partout, en Afrique. Donc, c'est pour vous dire que grâce à cette organisation, le site web, parce que quelqu'un peut adhérer directement en ligne. Il n'a pas besoin de se déplacer physiquement venir au siège du pour parti, venir dans une représentation du parti. Et beaucoup donc ont adhéré comme ça. Bon, au niveau de l'arrière-pays, nous avons eu cette chance. Comme nous sommes de la société civile au départ, nous sommes dans tous les coins et recoins de la République. Tout ce que nous faisons, c'est d'essayer de redynamiser les activités et nous assurer que ceux que nous désignons dans ces différents coins et recoins de la République font correctement leur travail. Et nous avons, moi je réponds pratiquement à toutes les correspondances que m'adressent les différentes sections. Donc répondre ne signifie pas que je traite directement, mais au moins je lis et j'envoie, je dispatche auprès des collaborateurs. Et ça, c'est très important. Alors pour le reste, vous le savez, le monde politique est ce qu'il est. Nous avons quand même un projet de société. Nous sommes de la social-démocratie. Nous prenons l'économie sociale du marché. Nous faisons de sorte que on puisse contribuer à la bonne gouvernance du pays, à la bonne gouvernance des institutions. Et tous ceux qui nous représentent, vous aurez remarqué, partout où ils passent, ils ont toujours brillé et parce qu'ils ont en cœur justement ce projet de société. Regardez nos mandataires, regardez nos ministres depuis que nous en avons depuis plusieurs années et vous allez voir que en tout cas ils sont parmi les mieux cotés, ils travaillent en suivant justement notre orientation, notre projet de société.
Exactement, ils ont été à la bonne école. S'agissant des enfants, je voulais ajouter, oui, moi j'ai toujours considéré que la priorité des priorités, c'est la formation des enfants. Et donc, on ne lésine pas sur les moyens, il n'y a pas que les moyens, mais on doit tout suivre également. Nous suivons, moi je suis particulièrement ce que fait chaque enfant. Je me rassure qu'il accomplit ses devoirs, que s'il y a des stages, donc je suis ça de très près. Nous avons fait de sorte que tous puissent étudier dans des écoles de renom, dans des écoles qualifiées, si on pouvait dire ISO. Et donc, moi, je peux vous dire que de ce côté-là, effectivement, je rends grâce à Dieu d'avoir permis que je puisse former tous mes enfants. Il me reste seulement un cadet qui est encore à l'école secondaire. David, lui, bon, il a encore 15 ans. Et donc, tous les autres, en tout cas, ils ont fait l'université où il y en a qui continuent à en faire pour le moment. Très bien. Et tout ça, c'est le fruit de l'organisation. Professeur Modeste Batiloukwebo, nous allons entamer notre deuxième partie de l'émission, la partie consacrée justement au Parlement. Et nous avons dit que cette première émission est pédagogique. Vous êtes parlementaire des Grands Chemins, ancien député, actuellement sénateur. Comment est-ce qu'on devient sénateur? Pour être sénateur, il faut d'abord se conformer à la loi. Il y a toujours une loi électorale. Dans cette loi, on définit les conditions, les critères pour devenir sénateur, pour devenir député national, pour devenir député provincial, pour devenir conseiller communal ou territorial. Et donc, il y a d'abord ces conditions-là qu'il faut remplir, parmi lesquelles il y a la nationalité. Il faut être de nationalité congolaise. Moi, j'en suis un. J'ai ma nationalité congolaise, une exclusive. Je n'ai pas d'autres nationalités. Bon, il faut avoir un minimum d'âge. Donc, il faut avoir 25 ans minimum. Il faut avoir étudier, avoir un niveau de graduat ou de licence, ou alors disposer d'une riche expérience dans les domaines politiques, économiques, ainsi de suite. Il y a des critères où il faut prouver que réellement vous êtes un bon citoyen, et je crois que ça c'est très important. Donc il y a des critères qui sont fixés par la loi, et donc il faut s'y conformer. Pour être Sinon, la voie elle est ouverte à toute Congolaise et à tout Congolais qui remplit les critères. Et comme vous le savez, le sénateur est élu au second degré. Au second degré, ça veut dire qu'il n'est pas élu au suffrage universel direct du peuple. Et il faut d'abord attendre que le peuple élise les députés provinciaux et peut-être les conseillers communaux ou territoriaux pour que finalement ce soit ces organes-là qui puissent élire le sénateur. Et jusqu'à présent, ce sont les députés provinciaux qui élisent les sénateurs. Alors, pour être élu, il faut bien sûr avoir le nombre de voix requis. Comme vous le savez, la Constitution, tout comme les lois de la République, fixe à 4 sénateurs pour chaque province. Donc, chaque province, sauf la ville de Kinshasa, qui a droit à 8 sénateurs, mais toutes les autres 25 provinces sont représentées par 4 sénateurs. Et donc, si vous passez en ordre utile lors du vote et que vous êtes parmi les 4 élus, vous devenez sénateur. Voilà. Alors, après l'élection, vous êtes proclamé élu, je veux dire. Une fois proclamé élu, quelle est la procédure pour être confirmé ou pour être validé quand vous sénateur? D'abord, il y a la Commission électorale nationale indépendante qui constate que vous avez été élu, il y a des procès-verbaux, ainsi de suite. Et lorsque on vous proclame élu, il y a maintenant les cours et tribunaux qui doivent aussi le confirmer ou infirmer.
et examiner aussi des recours parce qu'il peut y avoir des contestations, ainsi de suite. Il y a des délais pour tout cela. Et lorsque la Cour constitutionnelle dit que vous confirme votre élection, vous devenez sénateur. Et quand vous devenez sénateur par la Cour constitutionnelle, eh bien, vous allez maintenant vous présenter à l'hémicycle, donc au Parlement, au Sénat, pour faire valider votre mandat. Vous remplissez d'abord les formulaires ad hoc qui sont prévus quant à ceux pour vous identifier, identifier aussi vos familles, votre famille, identifier vos 2 suppléants parce que la loi prévoit que vous puissiez avoir 2 suppléants. Et lorsque tout cela est terminé, à ce moment-là, on convoque une plénière qui généralement est dirigée par un bureau provisoire pour pouvoir valider vos pouvoirs et votre mandat de sénateur. Une fois que c'est validé, vous êtes proclamé et vous devenez sénateur, vous vous mettez au travail. Très bien. Les sénateurs sont élus au second degré, comme venait de le dire, honorable sénateur. Ce mode d'élection des sénateurs a fait couler encre et salive depuis un certain temps. On accuse les candidats de pouvoir recourir à la corruption pour se faire élire. Est-ce que professeur Modeste Bati-Lukwebo pense par exemple à un changement du mode électoral des députés, plutôt des sénateurs et des gouverneurs? Nous avions déjà réfléchi sur cette question au niveau de notre parti AFDC, mais aussi au niveau du regroupement AFDC allié. Et nous avions proposé que parmi les réformes à engager au niveau de la loi électorale ou même de la Constitution, que le sénateur soit élu au suffrage universel direct. Ça évite cette tentation de corrompre. Parce que si vous pouvez corrompre un petit nombre de 20, de 30, de 50 députés, mais vous ne pouvez pas corrompre toute la population. C'est la même chose pour les gouverneurs de province. Nous avions estimé que pour renforcer sa légitimité, il faut que le gouverneur soit élu au suffrage universel direct, c'est-à-dire pas toute la population qui compose sa province. Et là, nous avions dit d'ailleurs que pour nous, il fallait qu'on revienne à la formule de gouverneur non originaire. Parce qu'on a constaté qu'avec le gouverneur originaire, la tribalisation a pris encore de l'ascenseur. Parce que le problème du tribalisme, c'est quand même aussi un fléau et qui provoque aussi la fracture sociale. Peut-être que les gens ne le disent pas, mais lorsque les gens constatent que bon, il y a un responsable qui ne privilégie que sa communauté, que sa tribu, eh bien, ça crée des frustrations et ça brise en tout cas la cohésion nationale. D'où, pour nous, il faut que le gouverneur de province soit élu au suffrage universel direct. Et provienne d'une province autre que la province qu'il va gérer. Oui, oui. C'est-à-dire on peut élire quelqu'un dans sa province et le chef de l'État, à ce moment-là, puisque vous détenez déjà la qualité de gouverneur, il peut vous affecter ailleurs. Et quand vous irez là-bas, vous allez appliquer le programme sur lequel on a élu celui qui représente cette province-là. Parce que vous alliez me poser la question de savoir, mais comment on va élire quelqu'un sur base d'un programme, après on le déplace pour aller travailler ailleurs. Non, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un programme approuvé qui a fait qu'une majorité se dégage pour l'élection du gouverneur de province, ça devient un programme du gouvernement provincial. Et donc, le gouverneur qui arrive, il vient pour appliquer ce programme. Si vous ne vous y engagez pas, alors vous ne serez pas gouverneur. Et donc, de cette manière-là, parce que de toute façon, les ministres, ils seront des ministres originaires de la province, mais le coordonnateur que nous appelons le gouverneur de province, lui, il doit venir d'une autre province.
Sénateur élu du Sud Kivu pour le compte du méga regroupement FDC-A, meilleur élu de la République démocratique du Congo d'ailleurs en 2018 pour les élections sénatoriales. Vous avez été élu président du Sénat presque à l'unanimité en 2021, à l'unanimité des membres qui composent le Sénat. Comment on se sent lorsqu'on bénéficie de la confiance de ses pairs? Bon, quand on est élu, c'est vraiment une grande responsabilité, hein. Surtout quand vous gérez les personnes. Gérer les personnes, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas comme quelque chose qu'on pourrait manier à l'ordinateur ou bien on compose un algorithme et on a une solution. Non. Gérer les personnes, ça a toujours été la chose la plus difficile. Nous l'avons expérimenté, nous qui avons toujours dirigé des grands groupes depuis la société civile, depuis le FDD, depuis la CODES, parce que nous on est passé par toutes les étapes et avant d'arriver à la tête de toute la société civile congolaise, on a commencé d'abord par être membre dans nos associations, dans nos groupes de réflexion comme FDD, où nous étions avec les Martin Fayoulou, les Christophe Lutundula, les Faustin Paco, les Zamundou Albert, les Albert Djunga, les Lengema Marcel et tant d'autres. Et nous avions commencé à la base et après j'ai été élu président du groupe 5. Le groupe 5, c'était le groupe des sociétés savantes. Et après, j'ai été élu président de la société civile de Kinshasa jusqu'au moment où on est allé à la conférence. Et puis après, j'ai été élu président national de la société civile congolaise. Et donc, quand vous dirigez les gens, c'est vraiment la chose la plus difficile parce que vous devez savoir à qui vous avez affaire. Parce que tout le monde n'a pas le même comportement. Tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Mais ce qui peut vous mettre à l'aise, c'est d'être correct et d'appliquer strictement les lois et les textes qui vous régissent. C'est-à-dire que si vous voulez être juste, il faut appliquer les textes correctement. De manière à ce que si quelqu'un a des mérites, qu'on puisse les manifester. Si quelqu'un se comporte mal, bon, qu'il puisse subir la rigueur des textes. Et ça, c'est très important. Bon, il faut dire que c'est une grande responsabilité, surtout quand on est à la tête du Sénat. Le Sénat, c'est une chambre prestigieuse, considérée, et elle l'est, comme étant la chambre des sages. Et donc, vous trouvez beaucoup de gens qui réfléchissent, qui raisonnent, qui mettent beaucoup de temps à réfléchir. Je ne dis pas qu'on ne réfléchit pas à l'Assemblée nationale, mais on a l'impression qu'il y a un peu de sang chaud au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup plus de jeunes qu'au Sénat, ce qui est tout à fait normal. Et donc, toutes ces responsabilités-là, il faut savoir les assumer. Et donc, ce n'est pas vraiment une faveur. C'est vrai, vous avez des honneurs, oui, mais les honneurs, ça ne compte pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais vraiment, c'est plus des responsabilités et il faut savoir rendre compte. Et pendant 3 ans, Modeste Bati Lukwebo, vous avez dirigé des mains de maître le Sénat, cette chambre des sages. Pouvons-nous retenir 2 ou 3 choses que vous avez faites au Sénat en termes de bilan? Au Sénat, nous avons réalisé beaucoup de choses. D'abord, nous avons créé le cadre de concertation entre le Sénat et les assemblées provinciales. N'oubliez pas que les sénateurs représentent les provinces et ils sont l'émanation des assemblées provinciales et qu'il fallait donc qu'il y ait un cadre pour qu'on puisse partager d'abord les informations, mais aussi s'assurer que la formation et des sénateurs et des administratifs se réalise correctement de manière à ce que ces assemblées puissent répondre aux attentes de la population. Parce que nous tous qui sommes là, nous sommes au service du peuple et donc il faut toujours faire de sorte qu'on réponde aux attentes de la population.
L'autre réalisation, nous avons créé un centre numérique qui n'existait pas. Et donc, avec le concours du PNUD, nous avons mis en place un centre numérique qui permet à ce que on peut suivre en direct les plénières des assemblées provinciales. On avait déjà fait le test avec l'Assemblée provinciale de Kinshasa, et ça a très bien marché. Mais aussi, c'est au service des sénateurs, parce qu'au lieu d'attendre que vous alliez peut-être dans votre bureau privé ou bien dans un cybercafé, vous avez toutes les informations en temps réel à partir de ce centre numérique. Vous y entrez, vous pouvez surfer et en tout cas être à même de consulter ce qui se passe ailleurs grâce aux nouvelles technologies d'information. Mais nous avons aussi porté notre priorité sur l'amélioration des conditions de travail et des sénateurs et des administratifs. Bon, je ne peux pas me vanter ici, mais vous pouvez vous-même poser la question. Vous saurez que pendant ma mandature, en tout cas, j'ai tout fait pour améliorer les conditions de travail en termes de rémunération, en termes de cadre de travail, en termes de logistique et de matériel didactique. En tout cas, on a amélioré les conditions de travail. C'est d'ailleurs là, professeur Bahati, à la tête du Sénat, tout comme partout où vous êtes passé, outre votre réputation de réformateur, vous êtes connu pour votre humanisme, mieux votre volonté permanente d'améliorer les conditions de travail et de vie de vos collaborateurs. La question, c'est de savoir justement qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui motive votre politique de placer l'homme au centre de votre action. Mais j'ai compris que la première richesse, c'est l'homme. Hein? Ouais. Vous n'avez qu'à voir... beaucoup de pays n'ont pas de ressources naturelles comme les nôtres, mais sont classés parmi les grandes puissances économiques, parmi les pays riches. Ouais. Quand nous parlons de pays riches, c'est-à-dire que le produit intérieur brut, le PIB, par tête d'habitant, il dépasse déjà les 3 000, les 5 000 dollars. Tandis que nous qui avons beaucoup de ressources naturelles, nous restons toujours classés parmi les pays pauvres. Donc, c'est-à-dire que la première richesse, ce sont les hommes. Oui. Et nous, le jour où nous comprendrons qu'il faut travailler sur l'homme, et grâce à tout ce que nous avons comme déjà acquis en termes de ressources, nous devrions être en tout cas une très grande puissance. Je voulais terminer en disant que parmi les travaux que nous avons réalisés, là, en tout cas pendant les 3 ans, nous avons produit beaucoup de lois. Beaucoup de lois et nous avons exercé plusieurs missions de contrôle. Vous savez que pour la première fois, au lieu qu'on considère le Sénat comme budgétivore, mais le Sénat a produit beaucoup de recettes, plus de 700 milliards de francs congolais et qui ont été comptabilisés dans la loi de finances. Parce que nous avons des péchés d'émission, nous avons des péchés d'émission de contrôle au niveau des entreprises, au niveau des provinces, et ceci a eu comme effet de déceler partout où il y avait des fraudes, où il y avait en tout cas des recettes qui étaient éludées. Eh bien, ceci a permis à ce qu'après exercice contradictoire, ces assujettis puissent verser de l'argent au compte de l'État. Et je crois que c'est quand même une action à saluer, parce qu'il ne faut pas qu'on soit là rien qu'à recevoir des subventions ou des subsides ou des dotations de l'État. Il faut aussi par moment produire. Et nous l'avions fait pendant cette mandature. C'est un très bon bilan, professeur Bahati. Venons-en à votre proposition de loi qui est d'actualité au Sénat pour le moment. Mais avant tout cela, quelle est la procédure ou quelles sont les étapes par lesquelles passe un texte pour être considéré comme une loi, c'est-à-dire la proposition avant sa mise en œuvre? Une loi connaît beaucoup de navettes. D'abord, il faut informer nos auditeurs qu'il y a ce qu'on appelle le projet de loi
et il y a ce qu'on appelle la proposition de loi. C'est quoi la différence entre les deux? La différence, c'est que le projet de loi, c'est celui qui vient du pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement propose un texte à l'examen du Parlement. Oui. Tandis que quand l'initiative vient d'un parlementaire, il peut être député national, il peut être sénateur, il peut être député provincial pour les édits. Là, on parle de proposition de loi. Et pour le cas d'espèce, pour répondre à votre question, les étapes sont les suivantes. Vous, en tant qu'auteur, vous concevez. Vous vous dites, voilà, il se pose dans la société un problème, mais il manque un texte pour résoudre ce problème. Une fois que vous avez réfléchi, vous commencez à pondre la matière, donc vous composez comme nous écrivons les livres, comme nous écrivons les articles, nous rédigeons des articles. Et lorsque vous avez cette idée-là et que vous commencez à écrire, vous faites des recherches, parce qu'il y a le droit comparé, il faut aussi fouiller pour savoir si le domaine sur lequel vous voulez proposer une loi, est-ce qu'il n'est pas déjà couvert par un autre texte de loi, qu'il soit réglementaire ou législatif. Et puis, lorsque vous terminez cette recherche-là et que vous êtes convaincu qu'il n'existe pas d'autres textes, en ce moment-là, vous avancez. Alors, quand vous avancez, vous devez réunir tous les matériaux, toutes les informations, les définitions. Vous devez tout concevoir. Une fois que vous avez conçu la mouture de votre proposition de loi, eh bien, vous lui donnez une forme juridique. Vous dites, voilà, une loi, comment elle doit se présenter, comment elle doit être structurée en termes de titres, en termes d'exposé des motifs, en termes de subdivision, en chapitres ou en sections. Et lorsque vous avez terminé, à ce moment-là, vous pouvez maintenant introduire votre proposition de loi dans la chambre parlementaire. Et là, vous saisissez le président du Sénat ou du Parlement ou de l'Assemblée nationale et vous dites, voilà, je propose cette loi. Lorsque le président reçoit la proposition de loi, eh bien, il l'envoie auprès d'un des collaborateurs qui est chargé de la législation. Un collègue, ça peut être le premier vice-président pour le cas d'espèce, et il jette un coup d'œil pour voir si cette loi est acceptable. Une fois qu'on considère que la loi est acceptable, elle revient chez le président qui finalement l'envoie au bureau d'études. Le bureau d'études, il est pétri de gens expérimentés, des gens qui ont l'habitude de traiter des lois, des textes, ainsi de suite. Et le bureau d'études décortique la proposition et formule des observations. Ces observations peuvent porter sur le fond. Par exemple, on peut considérer que la matière qui est développée elle est pertinente, mais elle ne correspond pas au titre. Ils peuvent proposer un autre titre. Ou alors, ils considèrent que le texte là pêche ou viole une disposition constitutionnelle. Ils cherchent aussi à savoir quelle est la base légale, quelle est la base constitutionnelle de cette proposition de loi. Parce que la Constitution détermine les matières en lesquelles on peut légiférer. Et les matières qui doivent faire l'objet du règlement, c'est-à-dire les actes pris par l'exécutif. Ça peut être une ordonnance, ça peut être un décret, ça peut être un arrêté ministériel. Mais ici, pour la loi, il faut qu'il y ait un fondement constitutionnel. Lorsqu'on constate qu'il y a effectivement un fondement constitutionnel, à ce moment-là, le bureau d'études donne les avis. L'auteur peut réajuster son texte au vu des observations qui sont formulées. Et lorsqu'il en tient compte, quand il en est convaincu, bien sûr, il réintroduit sa proposition auprès du président de la Chambre. Et le président de la Chambre, maintenant, il fait inscrire cette proposition de loi
à la conférence des présidents. La conférence des présidents peut l'inscrire au calendrier, peut dire oui, c'est une proposition qui doit être soumise à la plénière, mais avant que la proposition n'aille à la plénière, la conférence des présidents se prononce sur la recevabilité. Alors, maintenant, avec le dernier règlement révisé, le règlement intérieur, on a considéré que la recevabilité doit se faire par l'Assemblée plénière. Alors, le président, à ce moment-là, programme lors d'une séance plénière l'inscription de cette proposition de loi. Une fois qu'elle est inscrite, on engage un débat, d'abord au niveau de la plénière. On invite l'auteur de la proposition de loi de s'expliquer devant ses pairs pour qu'il puisse motiver pourquoi il a proposé cette loi. Et on lui pose des questions sur la constitutionnalité, la structure, ainsi de suite. Et à l'issue de ce débat, la plénière se prononce sur la recevabilité ou non de la proposition de loi. Une fois que la plénière se prononce, le président du Sénat reprend, ou de l'Assemblée, renvoie cette proposition de loi conformément à la Constitution. Elle le renvoie au gouvernement pour les avis et observations. Et le gouvernement a 15 jours pour se prononcer. Passé ce délai, eh bien, la Chambre peut déjà examiner cette proposition de loi. Et lorsque maintenant on revient pour examiner la proposition de loi, elle revient en plénière, et lorsque la plénière se saisit de la proposition, on l'envoie dans une commission qui doit la traiter. Ça peut être, si ça a trait aux questions juridiques, ça peut être la commission politique, administrative, judiciaire et des droits humains. Ça peut être une proposition qui traite des questions financières ou économiques, on l'envoie à l'ECOFIN. Enfin, on apprécie où est-ce qu'on peut envoyer cette proposition de loi de manière à ce qu'une étude approfondie se fasse. À ce niveau-là, on invite encore l'auteur pour qu'il défende chaque disposition de son texte. Si le texte est approuvé après modification, amendement par la commission, à ce moment-là, la commission transmet un rapport et la mouture de proposition de loi au président. Le président fait inscrire maintenant cette proposition de loi à la discussion par la plénière. Et la plénière, en ce moment-là, va examiner article par article l'exposé des motifs, le titre, ainsi de suite. Une fois que tout ceci est terminé et que la proposition de loi est adoptée, eh bien, on vote. Après avoir voté, si elle requiert la majorité de voix, on envoie la proposition maintenant dans l'autre chambre, au niveau de l'Assemblée nationale, si c'est le cas comme ma proposition de loi. Là aussi, l'Assemblée nationale va réexaminer de fond en comble, voir si il n'existe pas un texte qui régit la matière, voir si la constitutionnalité est respectée, voir si la légistique est bien présentée, ainsi de suite. Et eux aussi, ils engagent un débat de recevabilité, comme je l'ai décrit, jusqu'à la commission, revenir à la plénière. Une fois que la commission et la plénière adoptent le texte, s'il n'y a pas eu de modification, c'est-à-dire si c'est dans les termes identiques pour les deux chambres, eh bien, on envoie la proposition de loi au président de la République pour promulgation. Il a un délai quant à ce. Et lorsque la loi est promulguée, elle est envoyée au journal officiel pour publication. Et en ce moment-là, après publication, elle commence à produire les effets. Par contre, si il y a eu
divergence. Parce que c'est ce qui arrive la plupart des cas. Ouais, on trouve que, bon, peut-être il y a un chapitre qui manque, ou bien la structure n'est pas bonne, ou bien il y a d'autres termes ou terminologies ou définitions qu'il fallait ajouter. Et puis, à ce moment-là, on constate que le texte qui a été adopté par la première chambre est différent du texte adopté par la deuxième. À ce moment-là, on constitue une commission mixte paritaire, Assemblée nationale et Sénat, pour vider les divergences. Si on n'arrive pas à vider les divergences, eh bien, c'est le point de vue de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 135 de la Constitution, qui fait prévaloir son point de vue. Et lorsque c'est fait, à ce moment-là, les deux présidents contresignent le texte, la lettre de transmission de la proposition de loi au chef de l'État pour promulgation et ensuite publication au journal officiel. Donc voilà un peu, c'est vraiment une longue procédure. Et donc ça fait des navettes et des navettes. Donc il faut vraiment être patient. Lorsque vous proposez une loi, il faut vous dire que ce n'est pas quelque chose qui passe comme du courrier à la poste, ce n'est pas quelque chose qu'on peut expédier en peu de jours, en peu de mois. Il faut beaucoup de patience. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, ma proposition de loi sur portant modification, amendement de la loi sur les principes de l'agriculture, bon, c'est toujours dans les pipelines. Depuis qu'on avait envoyé ça à l'Assemblée nationale, nous l'avions adoptée au niveau du Sénat, mais jusqu'aujourd'hui, elle est toujours en souffrance au niveau de l'Assemblée nationale. La procédure est donc très longue. Effectivement. Et après celle-là, actuellement, vous êtes l'auteur de la proposition de loi portant protection des femmes et d'autres catégories vulnérables contre les violences domestiques. Professeur, quelle a été votre motivation pour initier une telle proposition de loi? La motivation, c'est que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de textes qui régissent les droits des femmes, mais jusque-là, les résultats ne sont pas considérables, donc ne sont pas suffisants pour qu'on puisse dire qu'effectivement, il y a une avancée significative en République démocratique du Congo. Et j'ai constaté également que dans les milieux professionnels, dans les milieux éducatifs, et dans les foyers, dans les ménages, dans les maisons, il y a beaucoup d'abus en ce qui concerne justement les femmes. Mais il faut avouer qu'il n'y a pas que les femmes qui sont victimes de violences domestiques. Il y a aussi quelques hommes qui souvent en sont victimes. Mais d'une manière générale, le grand nombre, ce sont les femmes qui sont victimes. Et il n'y a pas que les femmes. Nous avons voulu légiférer aussi sur le personnel domestique. Parce qu'il ne faut pas croire que parce que vous avez un employé à la cuisine ou quelqu'un chargé de la propriété de la maison, que vous croyez que cette personne-là n'a pas de droit, n'a pas de droit à la dignité, et que vous pouvez la traiter n'importe comment ou lui adresser la parole de n'importe quelle manière. Et donc tout ça, nous avons voulu que ce soit régenté, que ce soit réglementé, sans oublier qu'il y a la discrimination sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan culturel. Et donc nous avons tenu à ce que nous puissions proposer cette loi pour que d'abord on puisse corriger les failles qui ont fait que les textes précédents n'ont pas pu être mis en application. Mais deuxièmement, essayer d'apporter un processus beaucoup plus allégé et plus souple, de manière à ce que la justice soit à la disposition de tout le monde. Et même lorsque on est démuni ou bien on n'a pas une position sociale dans la société, mais qu'on se sente protégé. Nous avons pensé également qu'il fallait
réprimer le harcèlement sexuel dans les milieux professionnels, dans les milieux éducatifs. Nous avons pensé également que pour ce qui est du personnel domestique, que leurs droits soient aussi respectés. Il y a très peu de personnel domestique qui ont des contrats de travail, et donc ça c'est déjà la violation de leurs droits. Nous avons pensé également que au niveau des élections, des circonscriptions électorales, il fallait quand même voir dans quelle mesure, là où il y a une circonscription de plus de 3 sièges, comment on peut attribuer d'office un siège à la femme la mieux élue de la circonscription. Donc tout ça, c'est pour lutter contre les discriminations politiques. Et donc, vous verrez dans ce texte que nous avons apporté beaucoup d'innovations, surtout en ce qui concerne l'accès à la justice, la procédure, la protection, mais on a aussi renforcé les sanctions pour éviter des cas de récidive. Et nous avons interdit, par exemple, qu'il y ait des arrangements à l'amiable pour certains cas graves, sinon les gens exerceraient des pressions sur la partie lésée et finalement elle serait amenée à se taire au lieu d'exprimer ses sentiments, au lieu de défendre ses propres droits. Et voilà donc cette loi, pour nous, nous pensions que c'est une loi vraiment très importante en ce moment précis et que sûrement elle va apporter une réponse aux préoccupations quotidiennes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont victimes, il y a beaucoup de victimes, mais qui gardent le silence parce que, bon, non seulement elles craignent qu'il y ait des représailles, mais aussi ces personnes-là ont besoin de savoir que si quelqu'un porte atteinte à leurs droits, eh bien l'État sera là pour les protéger. Et nous avons aussi préconisé la rééducation obligatoire des auteurs de violences. Parce qu'il ne faut pas seulement utiliser les méthodes fortes, on peut aussi sensibiliser, on peut éduquer les personnes, parce qu'il y en a qui, par des coutumes, croient que quand on est homme, puisqu'on a doté une femme, on la prend maintenant comme une marchandise, on croit qu'on peut s'en servir comme on veut, et il faut que les gens puissent intérioriser toutes ces notions-là. Donc nous avons prévu tout cela, et on a prévu un mécanisme de financement à travers un observatoire qui sera mis sur place pour que cette fois-ci il y ait un monitoring régulier et qu'il y ait un système pour faire une évaluation de manière à ce qu'on puisse mesurer les avancées par rapport à la situation actuelle. Très bien. Professeur Modeste Batiloukwebo, votre proposition de loi a suscité un engouement indescriptible dans les milieux des femmes, dans les associations féminines. Les réactions fusent de partout, de tous les mouvements féminins. Et elles ont réagi, ces dames, plusieurs femmes ont réagi au micro de Congo 26 Télévision. Nous allons les suivre ensemble et nous allons revenir juste après. C'est une proposition qui est saluée par les grandes personnalités, actrices de la société civile qui travaillent sur les questions des femmes, des droits des femmes, des violences domestiques et des discriminations liées au genre, qui ont apporté leur contribution, qui ont apporté leurs recommandations, qui sont déterminés à accompagner ce processus jusqu'à son adoption définitive et à sa publication, mais jusqu'à la vulgarisation. Donc il y a des attentes qui sont de la part de l'honorable président, le sénateur Bahati, qui est l'initiateur de ce texte, dont l'appropriation, et c'est ça qui est en train d'être concrétisé. Donc les séances d'échange font partie d'une concrétisation de ces attentes. En tant que structure étatique de lutte contre les violences, je ne peux que saluer la proposition de loi. Non seulement saluer, mais aussi
espérer et militer pour que cette loi soit adoptée, pour que nous ayons encore un outil de plus dans cette lutte. Une très bonne volonté politique, je parle là dans toutes les institutions. Nous allons vivre l'avènement de l'effectivité de cette loi et nous croyons bien que les violences domestiques seront bannies de notre République et la personne humaine sera honorée dans sa dignité, pour ne plus parler de ce type de violences qui ont avili notre génération. Je suis très contente que l'honorable Bahati ait proposé la loi sur les violences domestiques. Ces violences domestiques qui sont un casse-tête pour nous, les femmes congolaises. Et ce sont des violences qui restent silencieuses, parce que ce sont des violences qui sont portées par nos us et coutumes. Nos traditions acceptent la plupart des violences domestiques que les femmes sont en train de subir dans la société. Aujourd'hui, nous avons suivi l'économie de cette loi et nous sommes très satisfaites de savoir que pour une fois, nous aurons une loi qui va permettre à ce que nous, les femmes, nous puissions parler de ces violences qui restent silencieuses dans les familles et au fond de notre cœur. Après avoir suivi toutes ces réactions, professeur, pour finir, quelles sont vos impressions par rapport à toutes ces réactions des femmes qui adhèrent à votre initiative et qui vous remercient d'avoir pensé à elles et d'avoir toujours pensé porter leur combat? En tout cas, je suis maintenant convaincu que j'ai vu juste, c'est-à-dire que j'ai compris que beaucoup de gens, il y avait beaucoup de victimes, mais qui n'osaient pas s'exprimer, et que c'est devenu vraiment un problème de société. Les violences dans les milieux domestiques, le harcèlement sexuel dans les milieux éducatifs, milieux professionnels, les violences faites au personnel domestique, les violences liées au genre. Et je pense que à suivre les interventions des femmes que je viens de suivre là, moi je me dis qu'effectivement j'ai eu raison de pouvoir mettre un outil à la disposition de la société pour que ces questions-là soient régentées et que les auteurs de ces crimes-là, des violences, soient sévèrement sanctionnés par les textes de loi. Professeur Modeste Bahati Lukwebo, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. La matière est abondante. Malheureusement, nous n'avons pas pu l'aborder dans sa totalité. On reviendra dans un autre numéro. Merci de nous avoir accordé ce temps. Je serai toujours à votre disposition, même pour revenir sur la loi, notre proposition de loi contre les violences faites aux femmes dans les milieux domestiques et même les violences liées au genre et les discriminations diverses. Tout ce que je peux dire, c'est de dire grandement merci pour m'avoir invité sur le plateau de Congo 26 TV. Je pense que je ne peux qu'inviter le public à vous suivre régulièrement. En tout cas, moi, j'ai la chance de vous suivre et d'apprécier le travail de qualité que vous faites. En tout cas, vous êtes un outil de développement et vous participez à l'éducation populaire et vous amenez, en tout cas, un plus pour que les gens soient beaucoup plus informés parce que l'information, c'est la base de tout. Pour terminer, je voudrais dire grandement merci, Monsieur le DG Oscar, et à toute votre équipe de Congo 26 TV. Je voudrais saisir cette occasion pour rappeler à nos populations meurtries du Sud et du Nord Kivu de ne pas perdre espoir et surtout de savoir que nous les portons dans nos cœurs. Leurs souffrances, nous en faisons notre compassion et que, en tout cas, rien ne nous empêchera, en tout cas, rien n'empêchera le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de trouver rapidement des solutions
pour que la paix revienne et qu'on se remette au travail. Merci beaucoup, professeur Modeste Bati-Lukwebo. Merci à vous tous aussi, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis sur Canal+, au canal 596, sur Easy TV au canal 95. Merci de nous avoir suivis sur Bluesat OTT, sur Ascom et sur d'autres plateformes, sur notre chaîne YouTube. Vous êtes partout à travers le monde. Restez branchés sur Congo 26 Télévision. Je vous rappelle que nous avons reçu pour ce premier numéro le professeur Modeste Bati-Lukwebo, sénateur élu de la province du Sud Kivu, deuxième vice-président du Sénat et auteur de la proposition de loi portant protection des femmes et autres catégories contre les violences domestiques. Mesdames et messieurs, bonsoir.